Aujourd'hui, je vais vous présenter comment réaliser un chatbot sur vos données avec GPT, OpenAI GPT. Tout d'abord, un peu de contexte. Qu'est-ce qu'un Large Language Model? C'est un modèle très large avec des milliards de paramètres qui contient un large savoir. Il utilise les transformers, qui est une architecture derrière les nouveaux modèles génératifs. Il capture les dépendances complexes du langage, entre autres. Et c'est un modèle statistique intelligent. Donc son intelligence est une intelligence statistique qui l'aide à prévoir le prochain mot / token. Comment peut-on utiliser ces LLM? Je dirais qu'il y a trois grandes façons de les utiliser. Il y a d'abord, bien entendu, directement en mode chatbot avec un prompt. Donc on pose une question au LLM. On parle de zero shot ou few shot learning si on met un petit peu d'explications, d'exemples au LLM pour l'aider à répondre. Donc on lui pose une question et il nous répond. Il y a également une autre méthode que j'ai abordée hier qui est le fine-tuning, qui est un entraînement spécialisé, où là on va aller customiser le modèle lui-même pour lui donner un comportement spécifique. Et enfin, il y a le RAG, le Retrieval Augmented Generation. Je vous considère de retenir que RAG, parce que c'est ce qui est utilisé dans la littérature quand on fait référence à cette technique. Qu'est-ce que c'est que cette technique? C'est de prendre un LLM et de lui adjoindre une base de connaissances privée. Parce qu'en effet, lorsqu'on souhaite interroger un LLM sur des données privées, comme un peu un moteur de recherche, eh bien, c'est évident que ChatGPT et tous les LLM disponibles dans le commerce ne seront pas en mesure de répondre à ce genre de questions, puisqu'ils n'auront pas les données. Ce qu'on va faire dans un RAG, c'est qu'on va augmenter, c'est pour ça que c'est Retrieval Augmented Generation, on va augmenter la génération en allant chercher d'abord dans une base de connaissances privées qui est ce qu'on appelle une vector database, pour rajouter du contexte au prompt et enfin interroger le LLM et lui demander de répondre uniquement sur ce contexte. Donc, le RAG répond à plusieurs problématiques des LLM. D'abord, il diminue les hallucinations. Quand on est capable de donner un contexte précis au LLM sur ce sur quoi répondre, on va limiter ce qu'on appelle les hallucinations, c'est-à-dire que le modèle nous réponde avec de l'information qui est inventée, et qui n'est, avec beaucoup d'assurance d'ailleurs, et qui n'est absolument pas vraie. Donc ça permet de limiter ce phénomène. Bien entendu, les données d'entraînement sont figées dans le passé. Un LLM, donc c'est quelque chose de statique, c'est un énorme fichier avec tout on va dire, une soupe de savoir qui sont entraînés. Ça génère un fichier de manière statique, c'est ça le LLM. On l'interroge, donc en fonction du savoir qu'il avait dans le cutoff. Donc ça, c'est une des manières d'augmenter le savoir du LLM, c'est d'y adjoindre une base de données vectorielle via l'approche de RAG. Et aussi, ça permet également d'aligner les réponses sur en fait ce qu'on souhaite, ce que en l'utilisant en entreprise, ça permet vraiment c'est un des moyens d'aligner les réponses du modèle aussi. Donc si on regarde comment ça fonctionne, on voit qu'à gauche, on a notre question qui est posée. Et c'est là qu'on a, avant d'appeler le LLM, on a ce qu'on appelle un Smart Retriever qui va aller chercher dans une base de données, une knowledge base spéciale, qu'on appelle Vector Database, les morceaux d'informations qui sont pertinents en fonction du contexte. Je vous expliquerai comment ça fonctionne. Et puis ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre la question initiale, on va lui adjoindre le contexte qu'on a récupéré ici dans la knowledge base, et on va demander au LLM de générer une réponse. Ces bases de données sémantiques, ou vector database, elles ont un fonctionnement un peu particulier. Ce n'est pas comme une base de données avec de recherche avec mots-clés, ou pour ceux qui sont familiers, comme une base de données avec recherche approchante aussi, mais avec un autre type d'algorithme comme Elasticsearch. C'est un peu différent. C'est qu'on va prendre notre document en entrée et on va le découper, ce qu'on appelle en embeddings. Donc on va d'abord prendre notre document, on va le découper en plusieurs morceaux. Mettons qu'on décide de le découper par morceau de 100 mots. Donc on va le découper en morceaux. Et suite à ça, on va avoir un processus d'embedding sur chacun de ces morceaux. L'embedding, c'est quoi? C'est en gros, c'est transformer
mettons que c'est une phrase, notre document 1, c'est de transformer cette phrase en une matrice de nombres. Mais ce n'est pas n'importe quelle matrice de nombres, c'est une matrice de nombres qui va porter du sens. Une fois qu'on a transformé tous nos morceaux de documents en embeddings, on va les stocker bien sûr dans une base de données de type base de données vectorielle, et lorsqu'on va faire des recherches, eh bien, on va faire une comparaison, pas sur les mots, mais sur les embeddings. Donc si ici notre question, qu'est-ce que Farid va présenter à Comfo, c'est pas ça qu'on va comparer avec les embeddings qu'on a déjà dans notre base de données vectorielle, c'est la version embeddée de cette phrase-là. Donc ça va être une vecteur de nombres. Et on va appliquer ce qu'on appelle le cosine similarity, donc c'est une opération mathématique, pour aller déterminer quels sont les embeddings, les morceaux, les chunks d'embedding qui sont pertinents par rapport à notre question. On va récupérer les n premiers, n pouvait être en 1, 2, 3, 10, et c'est ce contexte-là que l'on va ajouter à la question avant d'appeler le modèle. Donc de nouveau, à gauche le fonctionnement. Première étape, on pose la question, user input. Deuxième étape, on interroge la vector store, où nous avons nos embeddings. Troisième étape, on récupère les morceaux d'information, les chunks qui sont pertinents par rapport à la question. Quatrième étape, on crée un prompt donc, qui va contenir un template, notre question et les informations relevantes qui sont significatives. Et on demande une réponse à notre modèle. Vous allez voir, je vous ferai une démo tantôt et on utilisera une petite interface Streamlit en Python qui va nous aider à créer un chatbot très sommaire pour illustrer. Alors des vecteurs database, il en existe de plusieurs types. Moi, la démonstration que je vais faire, je vais utiliser ce qu'ils appellent la Scalable Search with Facebook AI, FACE, qui est une petite vecteur database locale qui est une base de vecteur database de recherche open source, facile à utiliser. Ça va être parfait pour notre exemple. Il en existe d'autres, comme Chroma par exemple, qui est très similaire à FACE, qui va un peu plus loin dans les fonctionnalités. Puis il y en a d'autres comme Quadrant. Puis il y a aussi des bases de données plus classiques comme Redis, donc Redis Cache, qui va intégrer aussi la particularité des vecteurs database. On va avoir des plugins comme pgvector pour sur les bases de données SQL plus classiques. Il y a aussi des SaaS comme Pinecone qui vont permettre en fait, tout comme pour OpenAI, donc on ne va pas avoir à gérer l'infrastructure cette fois-ci, et puis d'utiliser cette base de données vectorielle là en mode SaaS et de l'intégrer à notre applicatif. Il y a également Elasticsearch qui propose des recherches vectorielles, donc Elasticsearch qui a été étendu, puisque c'était déjà un moteur de recherche qui a été étendu pour aussi supporter les recherches vectorielles. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal d'offres. Donc là, ce que je vais, bon ça c'est un extrait, c'est pas tout, mais ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais prendre un document texte avec un petit peu d'informations sur moi, sur la conférence Comfo, et je vais l'embedder dans une vector database. On va voir qu'on va construire un prompt template, donc un modèle de prompt, de question, qui va contenir des instructions ici. Par exemple, ne répondez qu'en français, de lui indiquer que c'est un assistant qui va répondre aux questions sur Farid Belhamech à Comfo, de lui demander de répondre uniquement par rapport aux informations qu'on lui donne en contexte. Et puis aussi, on va lui demander de ne pas inventer de réponse et de ne répondre qu'aux questions de Farid Belhamech à Comfo. Donc, si jamais les questions ne portent pas sur ces deux sujets, eh on va informer poliment l'utilisateur. Donc ça, c'est une manière de limiter ce que le chatbot va répondre. Donc on imagine très bien qu'en entreprise, on veut, avec un chatbot très spécialisé, on veut absolument que le chatbot ne se perde pas, ne parte pas dans des déclarations politiques ou autres
problématique, on veut qu'il focus sur les sujets sur lesquels on veut qu'il focus, on verra qu'il y a d'autres manières de le steer, c'est-à-dire de le diriger un petit peu. Ça, c'est une première manière, c'est à travers le prompt template. Et on voit qu'on a deux placeholders ici, un pour la question qui va être posée, donc on va adjoindre la question ici de manière dynamique, et le contexte ici qui va provenir de la vector database en fonction de la question qui a été posée. Donc dans le template, instruction, question et contexte. Si on regarde un exemple d'exécution du chatbot qu'on va présenter tantôt, donc on voit que dans la première partie, on a l'instruction. Juste entre les deux, entre l'instruction et le contexte, on a la question. Est-ce que Kung Fu est une conférence technique pour les développeurs? On voit qu'on a extrait de la vector database un peu de contexte. Et puis on va formuler la réponse ici en fonction de la question et du contexte. On va utiliser un framework qui s'appelle LangChain, un framework Python qui s'appelle LangChain, je pense qu'il existe aussi en JavaScript, qui va nous aider un petit peu à simplifier le processus et à coller les morceaux ensemble. Alors, à gauche, on voit le processus, la fonction dont le rôle est d'aller lire les documents dans un folder particulier. Donc c'est là qu'on va se trouver notre fichier texte de contexte d'information, notre knowledge base. On va le lire, le découper en morceaux. Donc là, c'est des morceaux de 100 tokens, un token étant plus ou moins un mot. Ensuite de ça, on va obtenir un ensemble de documents, comme on le voyait sur une des slides précédentes. Là. Donc, ces documents sont des morceaux de mon document initial. Et on va utiliser OpenAI Embeddings pour aller appliquer l'embedding sur chacun de ces morceaux. Et cela va nous permettre de récupérer ce qu'on appelle un vector store, ce qui sera notre base de données vectorielle. Ici, dans ce cas-là, vous voyez qu'on peut aussi le stocker sur disque ou on pourrait simplement la garder en mémoire. Suite de ça, on va créer ce qu'on appelle une chain, c'est pour ça que ça s'appelle LangChain. C'est un concept de ce framework qui permet de chaîner des opérations. Dans notre cas, on ne va pas utiliser cette capacité-là pour enchaîner des opérations. On va avoir une seule opération entre guillemets, hein. C'est-à-dire d'appeler notre modèle avec notre prompt et le contexte. Donc on peut voir qu'on obtient ici un LLM, donc ça c'est notre modèle. On va se baser sur le GPT 3.5 Turbo parce qu'il est un peu moins cher que le texte DaVinci d'OpenAI. Et puis on va créer une chain, une chat vector DB chain, donc une chaîne spécialisée dans le chat et qui sait utiliser une vector database. Donc on va lier les trois, le modèle, le vector database et le prompt. À la suite de ça, on va pouvoir utiliser le tout. Là, on a un extrait du code de notre chatbot. Donc nous voyons que si on soumet la question ici, on va aller donc récupérer notre chain avec notre vector store. On va récupérer ce qui a été tapé par l'utilisateur, ce qui va être notre question, et on va aller chercher les documents dans notre vector store qui sont, c'est pour ça qu'on parle de similarity search, qui sont pertinents en appliquant tout l'algorithme de cosine similarity par rapport à notre question. On se retrouve avec un certain nombre de documents ici, et puis on va aller exécuter notre chain en passant la question, en passant le vector store, en indiquant qu'on prend que les deux premiers documents je ne sais pas par défaut, peut-être que c'est une dizaine de documents qui sont retournés ici, on va décider de ne considérer que les deux premiers documents ici comme contexte et nos prompts. On va recevoir une réponse et on va l'afficher ici, on va le stocker dans le state et après ça, plus bas, on va l'afficher à l'écran. Donc on voit, première étape, on a appelé notre base de données vectorielle. Deuxième étape, on a appelé notre LLM grâce à LangChain. Avant que je vous fasse une démo, je vais vous montrer aussi comment LangChain a évolué. Donc ce framework-là évolue beaucoup et il propose une nouvelle approche qui s'appelle LCell,
qui est très intéressante. Par contre, je préférais vous montrer la précédente approche et je vous ferai une démonstration sur la précédente approche parce qu'elle est plus, la précédente approche est moins intégrée mais permet de mieux voir les morceaux. Ici, on voit plus rien, enfin, presque plus rien. On voit qu'on a notre vector data store, vector store ici. On obtient à partir de ce vector store ce qu'ils appellent un retriever. Et puis là, on va créer notre chaîne ici où on va lui passer notre modèle, notre prompt et c'est tout. Et c'est lui qui va, on va le voir ici lorsqu'on l'invoque, la chaîne, faire toute la mécanique behind the scene, donc derrière, en arrière, on ne le voit pas, qui va faire deux appels. Un premier pour aller chercher les documents pertinents dans la vector database, récupérer les morceaux pertinents, créer automatiquement un bon prompt avec le prompt template et le contexte et la question, et enfin appeler notre LLM. Avec cette nouvelle version de LangChain, on est capable aussi de lui rajouter un semantic router. Qu'est-ce que c'est un semantic router? C'est ce qu'on a essayé de faire tantôt dans le premier exemple que je vous ai montré avec le prompt, où on lui disait de ne répondre qu'aux questions qui concernent Kung Fu et Farid Bellamech. On peut se permettre d'avoir un prompt beaucoup plus simple et de mettre les gates sur ce qui va être généré avec une autre approche qui s'appelle le semantic routing. Comment on fait ça? On va utiliser un routeur sémantique ici à gauche. On va créer des routes par type de... Donc on va avoir une route par type de contexte. Par exemple, je peux prendre un contexte qui s'appelle Kung Fu. Et je vais lui mettre des phrases qui vont être embeddées qui concernent Kung Fu. Je vais créer une route pour Farid. Pareil, je mets des phrases qui concernent Farid, une route pour les technologies par exemple, je mets des phrases qui concernent des technologies, et je vais utiliser un OpenAI Encoder, c'est comme un embedding, c'est la même technologie en arrière, pour aller créer des embeddings qui tiennent compte du contexte. Donc chacune des routes va correspondre à un contexte. Et on va enregistrer toutes nos routes ici, et on va créer ce qu'on appelle un route layer. Et c'est ce route layer là qu'on va utiliser, on va lui passer la question. Ce route layer là qui va être utilisé pour déterminer quelle est la route la plus pertinente par rapport à la question. Donc si on commence à parler de Kung Fu, c'est cette route là qui va être activée probablement. Si on parle de Farid, c'est cette route là qui va être activée probablement. Si on parle de technologie, c'est cette route là. Et si on parle d'un autre sujet, il n'y aura pas de route qui va être trouvée, ça va être une route qui va être à none. Et on va utiliser cette capacité là pour limiter les appels à notre LLM. C'est-à-dire que là, oui, l'embedding, ça se fait, il y a un appel au niveau d'OpenAI, au niveau de l'embedding, qui est beaucoup moins cher et beaucoup moins coûteux, plus rapide, et il se fait qu'une fois. C'est un peu comme notre vector database, on construit les embeddings une seule fois, quel que soit le nombre de questions qu'on pose ensuite, c'est toujours les mêmes embeddings. C'est juste la question qu'on va poser, qu'on va embedder à chaque fois, c'est la même approche ici. Et donc en termes de coûts, ça réduit beaucoup les coûts. Et ça va nous permettre, puisqu'on souhaite faire un bot qui ne répond qu'à un certain type de questions et qu'on veut éviter absolument de répondre à toute autre question et aussi d'appeler notre modèle, eh bien, on va pouvoir ici gater, c'est-à-dire déterminer s'il y a une route pertinente sur les sujets qu'on autorise qui a été trouvée. Sinon, donc si route.name is none, on va tomber dans le else et on va pouvoir mettre un message générique. Donc ici, on n'appelle rien, entre guillemets, donc on a juste à mettre dans notre output un message générique pour dire désolé qu'on ne répond qu'aux questions sur Kung Fu et Farid. Dans le cas contraire, on est dans un sujet qu'on couvre, et dans ce cas-là, on va faire notre appel normal à notre LLM, ici, qui lui va appeler notre vector database, obtenir le contexte pertinent, et appeler notre LLM, avec la question et le contexte. Encore avant de faire la démo, j'aimerais quand même vous toucher un mot sur une nouvelle API de OpenAI qui est sortie, qui s'appelle l'Assistant API, qui, somme toute, fait la même chose, mais de manière plus intégrée. Et même, il y a d'autres outils. Donc, cette nouvelle API intègre une knowledge base, tout comme on l'avait nous, mais de manière intégrée à OpenAI. Donc, on n'a pas accès, là, c'est en mode SaaS. On peut juste uploader nos documents dans cette knowledge base-là ou les supprimer. Donc, ensuite de ça, on va pouvoir utiliser des outils lorsqu'on fait des queries. Et un des outils qui s'appelle le Retrieval, qui va être lui capable d'aller faire essentiellement la même opération, mais c'est caché,
c'est-à-dire d'aller vérifier si dans notre knowledge base, nous n'avons pas des documents pertinents par rapport à la question. Et les éléments pertinents vont nous être retournés et ils vont être pris en compte dans le prompt pour poser la question. Il y a deux autres outils ici, un qui s'appelle code interpréteur pour générer du code, et un autre qui s'appelle function calling qui permet d'appeler des fonctions externes. Je n'entrerai pas dans ces deux outils-là. Mais c'était juste pour démontrer et montrer que OpenAI offre avec sa dernière version d'API et le modèle GPT-4 uniquement, offre une version qui est similaire et en mode SaaS, intégré, donc qui simplifie un peu la vie. Par contre, donc c'est puissant, c'est du RAG en mode SaaS, avec le LLM, donc là c'est tout d'un coup. Il y a une gestion d'autres outils en plus, les appels de fonctions par exemple, mais c'est très coûteux, très coûteux. Je l'ai expérimenté, c'est économiquement selon moi pas viable pour le moment, ou alors ça fait des bots qui vont coûter vraiment cher. C'est le temps de la démo. Alors, nous voyons ici notre knowledge base qui est un fichier TXT. Donc il y a des informations me concernant et concernant la conférence à Kung Fu. Ici nous avons un serveur.py qui va être notre classe principale Python, notre fichier d'entrée qui va nous permettre de lancer notre serveur Streamlit, donc notre bot, notre chatbot, la partie graphique. Je vais rapidement passer sur la partie qui ingère les données qu'on a vues dans la présentation. On voit ici donc la méthode embedDoc qui va prendre un répertoire, ça va être probablement data, qui va aller lire les fichiers qui sont dans data, qui va aller découper le document en chunk size de 100 tokens, créer des documents de cette même taille et de créer un embedding ici avec le face et l'OpenAI embeddings. À la suite de ça, nous nous retrouvons avec un vector store. D'autre part, nous avons un autre fichier query data ici, dans lequel nous allons avoir notre prompt ici, surtout celui-là, où on donne les instructions. Nous l'avons vu tout à l'heure dans la présentation, et on va retrouver ici des placeholders où on va mettre de manière dynamique, en tout cas Langchain va le faire pour nous, la question et le contexte retiré de notre vector database. Ici, nous avons la manière d'obtenir la chaîne, donc la fameuse Langchain, chaîne d'exécution de Langchain, qui va faire le lien entre notre LLM ici, qui est OpenAI GPT 3.5 Turbo, notre vector store et notre prompt. Si on regarde rapidement, la première partie permet de télécharger un fichier. Donc on va télécharger notre base de connaissances. On embed le document, ça nous donne un vector store. Et ici, nous allons obtenir notre chaîne à partir de notre vector store, faire la recherche de similarité. Donc la recherche dans le vector store des morceaux de documents pertinents par rapport à la question, et nous allons exécuter notre chaîne en passant notre contexte, les deux premiers documents que l'on a extraits du vector store concernant notre question, le prompt, et nous allons conserver le résultat dans la session que nous allons afficher sous forme de message, comme bulle de message. Je vous propose de lancer le chatbot tout de suite. Lançons notre chatbot. Il charge la base de données de connaissances. On va pouvoir lui poser une question. Qui est Farid Belamesh? On voit ici le prompt à gauche, ici un peu de contexte et la réponse donnée à partir du contexte. Farid Belamesh est un passionné d'IA générative, DevOps, développeur Java, il va présenter une session Kung Fu, etc. On va lui poser une deuxième petite question. Est-ce que Kung Fu est une conférence pour les développeurs? Également la même chose, ici il prend un peu de contexte et il nous fait la réponse à partir de contexte. Bon, on va tenter une question qui sort du contexte. Comment apprendre à jouer
de la guitare. Et on voit ici qu'on tombe dans le, comment dire, dans le cas où le prompt nous garde, nous protège et évite de répondre à la question, car on lui a demandé explicitement dans le prompt de ne répondre que aux questions concernant Kung Fu et Farid. Une petite dernière, j'en avais rajouté une sur les champignons. Dans mon base de connaissances, je vais lui demander quel est le champignon préféré de Farid. Et voilà, vous savez tous que j'aime les chanterelles communes. Pour finir la présentation, je vais vous faire un résumé des défis, des avantages et des inconvénients de cette technologie. Donc, cette technologie-là évolue très vite, ce qui veut dire qu'on a un manque de stabilité et des problèmes de connaissance par rapport à ces frameworks, LangChain, etc. Ça va vraiment très très vite. Les gagnants ne sont pas encore connus, puisque c'est un marché émergent, on n'est pas certain de faire les bons choix. Je pense que LangChain est quand même là pour rester comme framework, mais voilà, tout est à définir, donc c'est difficile de choisir. Les coûts, les appels au LLM ne sont pas négligeables, ça dépend de la taille du contexte, du modèle. On peut utiliser les routes sémantiques pour essayer, comme je vous l'ai montré, de réduire les coûts, et il faut absolument en fait optimiser nos bots pour que d'abord ils soient efficaces, mais aussi qu'ils soient économiquement viables. Et enfin, si on a des problèmes de data privacy, donc de protection des données, il est clair qu'utiliser un LLM en mode SaaS, donc à travers Internet comme OpenAI, n'est pas une option. Et dans ce cas-là, on ouvre une autre boîte, c'est encore plus difficile, mais c'est faisable. Il existe des LLM open source, tels Mistral, Llama, etc. Et dans ce cas-là, le jeu, c'est d'aller utiliser ces LLM-là et de maintenant, du coup, comme on n'est plus en SaaS, de gérer l'infrastructure pour faire rouler ces LLM-là. Et ces LLM-là ont besoin de GPU, donc on peut pas faire tourner ça sur n'importe quel VM. Ça coûte cher quand même, c'est pas simple, et puis il faut gérer l'inférence. Donc on ouvre d'autres boîtes de Pandore, tout ça, ça se gère, hein, mais ça rajoute de la complexité. J'espère que vous avez aimé, et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de subscribe. Merci beaucoup.